force est de constater que, on peut le dire en se ramenant dans des temps immémoriaux, les usines ne consacraient pas quand même énormément d'argent au développement des mécaniques. Mes débuts, la moto reine, c'était la Goldstar BSA. BSA, si on faisait le schéma de ce que était BSA, c'était la moto de route. Et on parle là de moto 4 temps, bien évidemment. On y arrive, voilà. La moto 4 temps, qui était une moto de route, pour la rendre populaire, que plus populaire, pour la vente, toujours bien sûr, ils ont fabriqué une moto dite spéciale cross, mais qui n'avait rien de spécial. Il y avait même un contre-tour, je ne vois pas en l'air quand on regarde le contre-tour moteur, entre parenthèses. Un guidon étroit, c'est encore stupide, et pas de filtre à air. Bon, je schématise, le truc ne parle pas des lourdeurs de tout. Bon, mais c'était prouvé pour eux qu'à partir du moment où elle pouvait faire du tout-terrain, elle était que plus fiable pour la vente du gaz routier. Voilà les objectifs de base. Donc, il restait à nous de faire évoluer ce matériel, qui était un char d'assaut, quoi. Donc, avec s'ingénier, gratter sa cervelle, trouver des astuces, le système D. Et disons, c'était l'époque des pionniers. Les pionniers qui ont fait développer ce matériel qui était antique et archaïque, quoi. Voilà. Et sur cette base-là, il y avait un truc, c'était au moment où on avait la réussite, qu'on se trouvait sur le podium, chose qui n'existe plus maintenant. Les gars, ils sont sur le podium, ils ont la victoire, ils ont été les plus forts, c'est mieux, magnifique, formidable. Mais nous, on avait une double victoire. C'était notre moto qu'on avait préparé, qu'on a fait évoluer, qui devait donner le résultat et permis aux pilotes de s'extérioriser en se mettant, disons, au podium. C'était une double victoire. Voilà. Il est impossible de parler de René Dugas sans parler de Nuit Blanche. Le surnom donné à une Goldstar, justement, qui a quand même eu des œuvres de gloire. Et pourquoi ce nom, Nuit Blanche? On arrive à Nuit Blanche, mon enfant. Mais mon enfant, disons que ces motos lourdes qui faisaient 170-175 kilos, bon, parce qu'on les renforçait étant donné qu'elle faisait 163 kilos quand elle sortait d'usine. Bon, étant donné les renforts qu'on faisait, on montait à 170 kilos pour qu'elle ne casse pas. Et petit à petit, j'ai réalisé que les mêmes tests mécaniques, la structure que j'avais fait pour que ça soit une moto solide en la renforçant, pouvaient se retrouver, ces structures étant testées, disons, réétablies, mais en métal léger. En métal léger, je me suis lancé dans le côté aluminium d'hiver, des tas d'astuces, de multiples astuces, et en fait de trucs, c'est un rêve d'ailleurs, hein. J'ai gagné 40 kilos sur la moto. Et comme je travaillais, le jour c'était préparation du terrain ou les compétitions, et puis c'était surtout l'hiver que je travaillais. Se développer de cette moto s'est fait surtout de nuit, allons-y pour dire comme ça. Et j'avais le voisin qui faisait les 3-8, qui travaillait les réfractaires à Sorgues. Quand il partait, M. Klopp, je disais quand même, René, il faut que tu ailles te coucher. C'était l'aube. C'est arrivé une anecdote, entre autres, qui m'a fait voir ce que le cerveau, le côté caché du cerveau peut faire. Il y avait des problèmes que je n'arrivais pas à résoudre de mon éveil. Bon Dieu de bon Dieu. Je me couchais à l'aube donc. Et de coucher, je rêvais quelque chose qui était burlesque, mais qui correspondait finalement, disons, à la solution du travail que d'éveil je ne pouvais pas trouver. Le lendemain, je me reprenais ce rêve, et voilà, c'était la solution qui était trouvée. Mais ça, c'est le cerveau qui continue, même en sommeil, à travers une passion excessive, un amour de créer quelque chose qui avait donné ce résultat-là, quoi. Voilà, bon ben donc, et pourquoi ce nom Nuit Blanche? Ben, vous le savez maintenant. On va essayer, par exemple, d'expliquer la modification du repose-pied. Voilà, le repose-pied gauche, disons, qui fait fonction de beaucoup de choses. Je m'explique. À l'origine, il y avait le frein qui partait de là, une tige qui faisait ça, et que, ça m'est arrivé d'ailleurs, une corde qui traînait par terre, qui était pendante d'un piquet de protection bordure de piste, attraper la patte et me mettre la patte en travers, jusqu'à pas pouvoir s'arrêter et jusqu'à arracher une paire de piquets de bordure jusqu'au moment où il y en a eu un qui était plus résistant que les autres et j'ai passé par-dessus le guidon. Bon, cette chose étant dite, ça m'a servi de leçon. J'ai donc envisagé dans le cadre de cette nouvelle moto, donc entre autres, qui est allégée, où il y a disons 30 kilos de gagné,
de faire, entre autres, un repose-pied beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à démonter et qui ait une rapidité. C'est-à-dire, quand on avait des problèmes de boîte, qu'il fallait l'envoyer l'embrayage à l'intérieur, il fallait, à l'origine, il y avait un carter avec des boulons, tout autour, qui n'en finissait plus à démonter. Ensuite, le repose-pied dessus, qui était fixé là-dessous avec une plaque et quatre boulons dessous, les têtes étaient rongées. Il fallait coucher la moto, c'était pas évident pour enlever tout ça. Plus la patte de frein enlevée. Bon, alors cette modification, au lieu d'être un repose-pied, disons, qui était coulé, très lourd, c'est un repose-pied qui est en tôle, embouti. Donc j'ai fait cette forme-là pour que ça échappe des choses quand on roule. Premièrement, et disons que j'ai incorporé le frein donc à l'intérieur, le pivot est là, à l'intérieur, commandé par un câble. À ce moment-là, c'était étanche, parce que là, il y avait un caoutchouc à l'origine, que bien sûr maintenant. Bon, et disons que le gros intérêt de ça, de ce repose-pied et de ce nouveau carter, qui est un carter qui était fabriqué par Auguste Darouy de Toulouse, hein, c'était un machin qui avait un jonc dans l'épaisseur, un goujon d'arrêt et un simple boulon au centre. Autrement dit, quand il y avait un problème de boîte à vitesse à démonter, qu'il fallait donc tout démonter, une clé à cliquer de 17, on défaisait ce boulon, le repose-pied montait en charnière, tombait, le frein s'éliminait, le repose-pied s'éliminait et le carter venait puisqu'il y avait ce boulon qui n'y était plus. Voilà. Donc, alors, il se produisait un truc, quand je l'ai fabriqué, il fallait, donc, il y a les petits crans pour pas que le soulier glisse, et il se trouvait un truc. Quand je l'ai testé, je m'apercevais que j'avais beau appuyer sur le frein et je freinais pas. Et pourtant, quand je le prenais à la main et que je tournais la roue là-bas, ça freinait. Ah, bon Dieu de bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris qu'en faisant ce mouvement d'arc de cercle, mon repose-pied était planté dans la botte à un point bien fixe, et cette partie, l'arc de cercle s'éloignait ou venait à ripant sous la botte, ce qui n'était pas bon du tout. Sur cette base-là, j'ai trouvé l'astuce pour compenser ce blocage. J'ai carrément pris une roulette de dynamo de bicyclette. Alors ça compensait le mouvement de rotation. Voilà l'astuce, et voilà un petit peu avec... là, il y a ma chaîne de butée pour régler la garde, ce qu'on désirait. Enfin, voilà, en ce qui concerne le repose-pied, je vous ai donné les astuces et les gratte-têtes que ça puisse donner. Il n'y avait pas de filtre à air. C'était les fameuses chaussettes de dames qui se mettaient là-bas pour filtrer zéro. Donc, là, de l'autre côté précisément, il y avait un gros réservoir d'huile en acier qui représentait à peu près 2 litres et demi d'huile. Et ce réservoir, disons, a été annulé par le fait de fabriquer un cadre avec l'huile à l'intérieur. L'huile est à l'intérieur du cadre, donc on supprimait ce monstre de réservoir. Ce monstre de réservoir enlevé permettait une surface à pouvoir installer un filtre. Alors un filtre en aluminium, bien sûr. Il y a tout un système qui est le côté particulier qui m'étonne que ça n'a pas été repris par des usines, L'idée, c'était que le cross étant dans la poussière, il fallait trouver une formule pour éviter que ça respire de l'air malsain. Alors, j'ai fait la prise d'air du filtre à air à l'endroit le plus haut de la moto, à l'avant de la moto, que je vais donc enlever la plaque qui est vite enlevée. La voici, là, voilà. L'entrée d'air rentrait là. Là, on se trouvait avec un moteur qu'on n'était pas obligé de démonter aussi souvent pour changer les guides de soupape ou les segments parce que ça respirait de l'air sain. Et donc, dans le gain de poids, il fallait chercher un peu partout. Entre autres, le tuyau d'échappement au coup de feu, il était en acier. Et partant du repose-pied ici, cette partie est en aluminium. Donc, c'était déjà un gain de poids assez conséquent. Mais à côté de ça, il y a un poème de partout qui correspond à beaucoup de choses. J'avais à la maison, j'avais un pèse-bébé. Ce pèse-bébé, je prenais un pignon, je le pesais avant, et après je faisais des trous de plus en plus, de plus en plus petits dans le centre et plus grands en bordure. Je calculais le point de force du pignon, donc les dents. Là, je ne le touchais pas, et je gagnais 3-4 grammes. Ça paraissait rigolo, mais de gramme en gramme, ça a fait des kilos. Et entre autres, j'ai même joué sur un truc un peu exceptionnel. Je faisais un trou au même titre que le pignon à l'intérieur de la came.
Autrement dit, non seulement ça gagnait du poids, c'est minime que dalle, quoi, mais surtout le fait que l'inertie du lancement et du ralentissement, je subissais plus cette inertie, ça donnait de la souplesse à la moto. Voilà, entre autres. Et ça, c'était une astuce, c'est des astuces que j'ai un peu partout. Bon, parlons de la boîte à vitesse aussi. La boîte, au lieu d'avoir, à cet endroit-là, il y avait de chaque côté une tige filetée qu'il fallait visser là-bas. C'était vraiment un poème important dans la boîte. Alors, la formule, donc, il y a un axe qui sert ce machin coulisseau. Et disons, j'ai fait une patte. Là, il faut la voir là-dessus. Une patte vissée sur le haut de la boîte avec une vis ici. Autrement dit, là, je serre, j'avance et je recule la boîte par le biais de cette vis, ça pivote ici, là, par ce truc-là, donc ça suit le mouvement. Et ici, après, une fois que c'était en ligne, que la tension de chaîne était convenable, je bloquais le coulisseau ici. Autrement dit, voilà, c'était toujours un gain de temps, un allègement, enfin, c'est vraiment tout un truc. Il y a 40 rayons à la roue, il y avait 20 rayons qui étaient longs, 20 rayons qui étaient courts. Autrement dit, l'élasticité, ils ne partageaient mal leur boulot. À partir du moment où je mettais, disons, ce genre de frein, qui est un frein, une roue Orex de route, j'avais les 40 rayons qui faisaient une force égale, qui se partageaient le boulot. Voilà, entre autres, et puis alors les mâchoires de frein plus larges. Ben, l'été de fourche aussi, l'été, au lieu d'être en acier, c'était encore de l'Orex, Orex en aluminium. Voilà. Vous avez beau avoir bourlingué, je ne pense pas que quelqu'un ait vu un guidon croisé comme ça, en V. Alors je m'explique. Normalement, les renforts de guidon d'époque, c'était une barre qui partait de là à là. Quand il y avait une chute, cette barre appuyée ici en haut, celui-là relevé et celui-là baissé par la barre en travers. À partir du moment où je faisais une croix, ça appuyait sur un point qui ne pouvait plus se tordre. Ça faisait donc, alors il y avait cet intérêt que le guidon ne se tordait plus, et un autre intérêt, parce qu'avec les suspensions que nous avions, on subissait tellement de chocs et tout, que des fois on arrivait à lâcher le guidon, et à ce moment-là, le coup que le torse de la personne, du pratiquant, s'appuyait sur le guidon, si c'était une barre droite, le guidon se mettait en travers, on se cassait la gueule. Tandis que là, avec le truc, ça faisait une courbe qui correspond à la courbe du torse. On arrivait à se rétablir et à continuer. Notre anecdote, un jour René Dugas se battait pour le titre de champion de France. Il savait qu'il allait y avoir un terrain boueux. Il avait fait une amélioration au niveau du garde-boue avant de la moto pour l'élimination des bouts. Ah, grande anecdote là aussi. Voilà, c'est une anecdote parmi tant d'autres, ça, c'est du bricolage. Bon, mais j'avais pensé que la boue qui bourrait, qui empêchait, parce que bon, disons un truc, d'abord, premièrement, maintenant les garde-boue sont en l'air. Pourquoi ? Parce qu'ils ont monté des fourches extrêmement rigides, solides, des gros têtes de fourche, il n'y a plus la flexibilité qui te désarçonne par le fait de l'évolution matérielle. Nous, on avait des fourches à caïque, donc, et sur cette base-là, il fallait, pour qu'il y ait une rigidité, que les deux bas de fourche soient rejoints par un étrier. Là, on avait la rigidité, mais ça nous faisait obliger à mettre le garde-boue en bas. Donc, ça bourrait le pneu devant. Et d'ailleurs, j'ai perdu une preuve de championnat, toi, entre parenthèses. J'aurais pu être champion de France cette année-là, entre parenthèses. Enfin, ceci, oublions ce passé. Bon, toujours est-il que pour trouver cette solution du débourrage, j'avais tout simplement pris des garde-boue en aluminium, j'avais tourné à l'envers et j'avais mis comme des socs de charrue, un de chaque côté qui frôlait les parois du pneu. Ça me faisait de l'injection de boue à mesure que j'avançais. Bon, ben voilà, entre autres, voilà. Une astuce multiple qu'on peut avoir, mais je te dis, on peut faire un roman là-dessus. Un vrai roman, René. Merci en tout cas. Un vrai problème sur la moto, notre ami René Dugas.